Hey! Hey! On est à la gare du Nord. Tu peux le dire, présentement nous sommes à la gare. Présentement nous sommes à la gare. Et il a un petit retard. Notre train. On m'attend. Nous assistons à un petit shot du matin. C'est votre latte. Ah oui? Ouais. Merci, madame. Les deux qui coulent, tu sais. Alors, on est à combien de livres ce matin? Attends, je vois ma pile. Je suis à 4. 4. On est à 4. Hergé Henry, Christelle Duchamp et Johanna Gustafsson. Et là, je vais prendre Stéphane Gallas. Tout à fait. Et c'est très dangereux parce qu'en fait, les livres, on les met dans une pile au milieu et on les a pas dans le sac. On verra qu'à la fin de la journée. L'addition va être salée.
couple qui est retrouvé suicidé dans leur lit. Les secours arrivent très vite. Ils parviennent à sauver la jeune femme, mais pas le jeune homme. Et donc pendant tout le roman, on va enquêter, enfin découvrir ce qui s'est passé, parce qu'ils voilà, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont riches, ils s'aiment. Donc pourquoi avoir posé ce geste ultime? Et c'est vrai qu'en cours de rédaction, je me suis dit, en fait, c'est une sorte d'enquête sur qui est le véritable meurtrier de quelqu'un qui se suicide. Parce qu'un suicide, par définition, ben, voilà, le meurtrier et la victime sont la même personne, sauf qu'évidemment, on ne se suicide pas du tout comme ça par hasard. Si on se suicide, c'est qu'on a des bonnes raisons. Et donc, il y a un ou des meurtriers voilà, qui existent, des causes. Et donc, des familles dysfonctionnelles. Voilà, moi c'est mon truc, hein, les familles dysfonctionnelles, c'est un peu ma recette. Pas la seule autour. Oui, voilà. J'aime bien ça, enfin, j'aime bien raconter ce genre d'histoire, et donc voilà, les fêlures, c'est ça. Le pitch, effectivement, c'est un livre, c'est difficile d'en dire beaucoup. Donc souvent, je résume ce qui est écrit en 4e de couverture. C'est l'histoire d'un couple, Lila et Maxime. Ils viennent d'avoir une petite fille qui s'appelle Zélie, donc elle a 6 mois au début du roman. Le soir, ils doivent aller à une pendaison de crémaillère chez un collègue de Maxime, et quand Maxime rentre, Lila est dans un tel état d'épuisement qu'il lui dit: écoute, si tu veux, je prends la petite, et toi tu restes, tu te fais une soirée tranquille, tu décompresses de la journée avec la petite fille, et on rentrera pas tard, voilà. Donc elle accepte, ils partent, et ils ne reviennent pas. Voilà. Et quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose de sur quoi. Bah, tu as dit une chose déjà, c'est qu'il y a l'histoire de disparition. Voilà. Parce que toi, tu aimes beaucoup les histoires de disparition d'enfants. Est-ce qu'elles se poser des questions? Je pense que j'exorcise des angoisses. Oui, généralement, mais c'est ça. On espère, d'ailleurs, on espère que c'est que des angoisses exorcisées. Hein. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un thème auquel tu t'attaches beaucoup, que tu aimes bien développer. Bah, alors, le sujet de la disparition, c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me fascine, qui m'angoisse aussi en tant que maman. Effectivement, j'avais écrit avec Solène, avec elle et sans elle, qui racontait, du coup, moi, sur mon volet, l'histoire d'une disparition. Et ce qui m'intéressait dans ce livre-là, à l'époque, c'était non pas la disparition, mais comment vit-on en ne sachant jamais ce qui est arrivé. Moi, c'est ça qui m'intéressait, plus que l'enquête, plus que... ce qui soutenait le livre, c'était pas tellement va-t-on retrouver l'enfant, c'était voilà, comment on passe toute une vie sans jamais savoir et sans jamais pouvoir faire son deuil, et en essayant d'avancer tout en se disant qu'on n'a pas le droit d'avancer. Voilà, là, c'est très différent dans Pourquoi tu pleures, parce qu'on est vraiment dans une temporalité qui est assez courte. Mais oui, après, moi, j'aime, comme Barbara, les familles dysfonctionnelles. J'aime le fait je suis convaincue, en tout cas, qu'on ne connaît jamais les personnes qui partagent notre vie, et que malheureusement, c'est jamais pour le meilleur. Voilà. Joyeux Noël. Bon, sont bien, c'est les Camélies. Alors, dans les livres, c'est jamais pour le... Non. Ouais, j'ai une vision, je pense, de l'âme humaine qui n'est pas forcément très positive, mais ouais. Et là, tu passes par une sorte de journal, j'utilise toujours le micro. Oui. Alors oui, la narration alterne entre le présent, où Lila bascule quand même dans un cauchemar, et on essaye tous de comprendre où ont bien pu passer le mari et le bébé. Et en même temps, des chapitres où... Alors c'est pas un journal, c'est des lettres qu'elle écrit à son père. Hein, tu vois je crois que t'as pas... Mais bon, je te pardonne parce que je sais que c'est... Et oui, c'est un peu une forme de journal, mais en tout cas, ce sont des lettres qu'elle écrit à son père et qui sont présentées de manière pas particulièrement chronologique et qui dévoilent des pans de sa vie et qui vont nous amener à comprendre pourquoi, là, dans le présent, on se retrouve dans cette situation-là. Voilà ce que je peux dire. C'est déjà pas mal. Ouais. À côté de ça, tu es un peu boulimique de travail et d'écriture. Tu écris, il y a Au 80 qui était sorti avant. Ouais. Dans une ambiance qui n'a rien à voir, Oui. du coup, très différente. Et tu écris beaucoup pour la jeunesse. Oui. Les jeunesses, je dirais même, puisque
pour les différents âges. Ouais. Et tu as pas mal d'actualités par rapport à ça. Oui, alors cette année, là, dans l'actualité, il y en avait plusieurs qui sont sortis cette année. Alors, il y a un roman très drôle qui est sorti cet été. Et je le souligne parce que c'est la première fois que j'écris quelque chose de drôle qui correspond en plus davantage à ma personnalité. Et donc, le pitch, en quelques mots, c'est pour les enfants à partir de 10 ans, en quelques mots, c'est l'histoire d'une petite fille dont le père, elle est en garde alternée, ses parents sont séparés et le père rencontre une nouvelle amoureuse qui vient s'installer chez eux. Tout le monde est ravi parce qu'elle s'appelle Rose Victoire, elle est vraiment formidable. Le problème, c'est que du jour où elle emménage, en fait, elle n'a plus qu'un seul objectif, c'est que les enfants partent. Donc au départ, elle se dit, voilà, il suffit juste de les envoyer chez leur mère en garde exclusive, ça va être vite réglé. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et donc du coup, elle n'a plus qu'une seule solution, c'est de les exterminer. Et donc, comme ça, c'est drôle de tuer des enfants. Mais en fait, c'est très drôle parce que voilà, elle passe son temps à déjouer les coups de sa belle-mère qui essaye d'exterminer le plus petit qui a 4 ans parce qu'elle s'est dit, bon, celui de 4 ans, ça sera quand même vite réglé. Et en même temps, à un moment, elle se dit, non, mais là, en fait, pour me dépêtrer cette belle-mère, il va falloir que je rentre coup sur coup. Et voilà, juste. C'est un peu la guerre des roses, mais en version belle-mère, voilà, enfant. Plusieurs romans, mais tu ne te laisses jamais enfermer dans le même style d'histoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise. Oui, c'est vraiment un leitmotiv chez moi. Je le disais encore tout à l'heure à un lecteur. Ouais, un lecteur, je lui disais, chaque roman, c'est un peu comme un bac à sable dans lequel vous allez venir avec moi pour construire des châteaux. Et à chaque fois, je casse le château et je repars sur un nouveau château. Et c'est vraiment ça pour moi. Chaque roman est un one-shot, un roman différent avec des personnages différents, une structure narrative différente, une ambiance différente. Donc j'ai fait du huis clos, du roman engagé. Voilà, j'aime vraiment papillonner. Et si je pouvais papillonner même dans les genres, tu le sais, je papillonnerais volontiers dans les genres. Mais en France, c'est compliqué de faire du fantastique et de la science-fiction, encore. Alors, ça va peut-être changer. On peut aussi parler de ta construction, qui est atypique. On sent ton métier de graphiste, c'est une manière de peinture vraiment que tu fais assez atypique de ton histoire. Oui, la construction, c'est toujours hyper important pour moi. Alors, je commence toujours, avant de me lancer dans l'écriture, j'ai toujours le début et la fin. Donc ça tient vraiment en 4 lignes, comme quoi c'est con d'écrire un roman. Faites-le vous aussi. Donc voilà, j'ai toujours mon début et ma fin. Et arrive tout de suite après la construction. C'est-à-dire comment je vais échafauder mon récit, quel sera le squelette de mon récit, pour que cette construction, cette structure narrative serve le récit. Donc dans Le Sang des Belasco, c'est une construction assez théâtrale avec des actes et des scènes, puisque je voulais que mon lecteur soit comme... face à une pièce de théâtre avec 5 frères et sœurs qui vont passer une nuit entière à s'entretuer. Dans l'île des souvenirs, ce sont 5 protagonistes qui vont... En fait, je me suis dit, finalement, une enquête, c'est quoi? C'est une victime, un témoin, un enquêteur, éventuellement des psychologues qui viennent entourer les victimes. Donc, je vais prendre chaque corps de métier et qui va raconter, dans l'ordre chronologique, chaque partie en fait, de l'histoire, de l'intrigue. Donc voilà, à chaque fois, ça sert un propos. Et l'île des souvenirs, c'est aussi une réflexion sur comment on interprète les choses, quel est notre prisme, puisque c'est aussi sur ce que peut nous faire croire notre cerveau. Donc voilà, c'était une façon, en donnant la parole à 5 protagonistes différents, de donner 5 visions du récit différentes. Mais 5 visions qui se suivent, voilà, c'est pas le même récit raconté 5 fois. Ça se construit grâce à leurs 5 visions. C'est pas clair du tout. Si, ça, moi j'ai compris. Bon, je le lis, mais... Après, le roman est très fouillé psychologiquement, tu creuses au fond. Tu as lu beaucoup de ce que tu as pu connaître à titre personnel, de ce qu'on a pu te raconter. Tu vas quand même très loin. Oui, l'idée c'est vraiment, je voulais travailler sur les traumas et sur, en fait c'est un podcast qui m'a inspiré cette histoire, dont on parlait tout à l'heure de ce qui nous inspire un petit peu, ce qui vous inspirait les filles. Moi c'est un podcast, et le podcast portait pour titre, et alors là c'est sans équivoque, jusqu'où peut-on enfouir ses souvenirs. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui en fait a vécu un traumatisme pendant son adolescence,
dont elle ne garde aucun souvenir parce qu'elle va avoir un blackout et elle va garder ce souvenir enfoui pendant des années. Et à l'âge de 25 ans, pour une crise de cocaïne, enfin une trop prise de cocaïne, elle va avoir ce flash et elle va avoir le souvenir de la banquette arrière de cette voiture sur laquelle elle se fait violer alors qu'elle a 14 ans. Et j'ai trouvé cette histoire, tout à l'heure tu parlais de fascination, enfin, on est bizarre quand même, on est fasciné par des trucs bizarres, mais voilà, ça m'a passionnée aussi, vraiment. Et je me suis dit, mais c'est fou ce qui est capable de faire le cerveau pour nous protéger, et par extension le corps aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire là-dessus. Donc il y a de la psychologie, il y a un petit peu de Freud, il y a beaucoup d'amnésie partielle. Et la psychologie, c'est un domaine que j'adore. Ouais. J'adore regarder les gens et décortiquer les gens. J'aime bien décortiquer les gens aussi. Ça fait peur, hein? Ah non, j'ai pu faire. Yes, je me rappelle. C'est pas vrai, je suis pas marseillaise. Avec tous les ingrédients qui font les bons polars nordiques, sauf que tu fais encore mieux que. Non, ça, c'est pas une question, c'est une affirmation. Mais en tout cas, tu n'es pas pour autant illégitime à raconter une histoire qui se passe en Suède. Non, j'ai marié le mauvais homme. Je m'étais promis de marier un Italien, d'aller dans le Sud. Et en fait, non, j'ai épousé un Suédois. Donc, c'était l'erreur de casting. Donc, en fait, il y a 2 ans et demi, on est parti vivre en Suède. Et avec mon mari qui a dû partir pour son travail là-bas. Et moi, j'étais expatriée depuis très longtemps. Hein. J'ai vécu 12 ans à Londres. Mais ça a été un peu un choc ce départ parce que je devais retourner en Provence en fait. Donc, j'étais chez mes parents et on avait prévu d'acheter, on regardait le terrain avec ma soeur, mes parents voulaient construire une maison. Et puis tout à coup, mon mari me dit on ne peut pas partir dans le sud. Et c'était en 2 mois. Hein. 2 mois 2021 au printemps. Et elle me dit en fait il faut partir en Suède. Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et donc on est parti, on s'est installé donc en fait on a voulu s'installer à un endroit où on avait quelques amis et puis où les écoles étaient très bien. Et donc on est allé s'installer sur une île qui s'appelle Lidingö. On est à peu près 10-12 minutes de Stockholm, du centre-ville de Stockholm. Donc c'est un endroit absolument magique. Et puis moi j'ai été expatriée toute ma vie, donc je m'étais dit ça va se faire comme ça, je pratique les Suédois depuis 20 ans, ça va aller. Et en fait ça a été très 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 dur de m'adapter dans le Nord et j'osais pas le dire en fait. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement positif et j'osais pas le dire. Et en fait, quand j'ai commencé l'écriture de ce roman-là, je l'ai commencé très très tardivement. J'étais hyper en retard. Kalman Levy avait déjà prévu la sortie. Et j'avais appris quand j'avais bougé en Suède que juste en face de chez moi, c'est un chapelet d'îles, l'archipel de Stockholm. Il y avait une île, il y a une île piétonne de 270 habitants où il y a un manoir qui a été construit au début du XXe siècle, qui était apparemment qui est hanté. Voilà, c'est ce qu'on racontait. Et donc, évidemment, quand j'ai appris qu'il y avait l'histoire, mais juste en face de chez moi, j'ai embarqué mes 3 gamins et je me suis dit, on va aller voir l'île de Casper. Donc, ça a été vraiment la journée. Et quand j'ai posé un pied sur cette île, mais vraiment, je n'ai jamais entendu un silence comme ça. En termes de silence, le silence assourdissant, c'est exactement ça. Le silence qui fait flipper. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait des fantômes. Et pourtant, je ne suis pas mystique. Et donc, quand Kalman Levy m'a dit « T'as la bourre, ton livre parle de quoi ?» Je n'avais aucune idée. Je devais le rendre 2 mois et demi plus tard. Et je me suis dit « Mais comment ?» Donc, c'était Noël, mi-décembre. Ok. On devait être rendu, c'était fin février. Et donc, mes enfants sont encore petits, donc vacances de Noël, tu vas travailler, pas du tout. Et donc, je me dis, donc j'ai dit, on va faire un truc sur l'île d'en face. Alors, voilà. Et donc, je ne savais pas du tout. J'avais juste dit, je vais appeler la fille Emma. Voilà, une fille, elle fait quoi? Dans les œuvres d'art, je ne sais pas, l'antiquaire. On a commencé comme ça. Et puis, catastrophe. Ah non, mais le truc catastrophe,
Mon mari qui part à New York pendant une semaine, plus d'électricité dans la maison et tout, je devais commencer à écrire, c'était l'horreur. Et quand il est rentré, les 3 gamins qui attrapent le truc genre Covid, c'était pas Covid, mais en fait l'horreur, il est rentré. Et vraiment, il a passé la porte et je lui ai dit, en fait, je m'en vais là, dans 4 jours. Et je suis partie à l'autre bout de l'île et j'ai dit, il faut que je sache de quoi je vais parler. Donc j'ai pris 4 jours, j'ai en fait écrit l'équivalent d'un gros synopsis de ce bouquin-là. Et puis après, je suis rentrée chez moi et après les vacances de Noël, j'ai passé cette semaine qui a été les plus infernales de travail. J'ai jamais bossé comme ça. Donc, je dormais 3 à 4 heures par nuit et j'écrivais. Bien sûr, il faut s'occuper des gamins entre, ils sont encore petits. Et j'ai fait ce bouquin-là et c'est un bouquin qui est très symbolique pour moi parce qu'il m'a permis de planter mes racines en fait dans ce pays en fait, où je me sentais vraiment étrangère. J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Angleterre, je ne me suis jamais sentie étrangère comme ça, étrangère, et vraiment dans le mauvais sens du terme, quoi, rejetée. J'ai dû aller ouvrir un compte en banque avec mon mari quand même. En 2021, ça fait quand même mal, quoi. Donc c'était vraiment difficile, et ce livre-là a tout réparé. Donc c'est vraiment pour moi c'est une belle histoire, ce livre. Vraiment... On va parler de 2 vieux livres. C'est comme ça. Hein. Il y a Dernier parking avant la plage. Il faut l'allumer. Qui n'est pas un livre tout récent, mais que tu as quand même beaucoup retravaillé. Je vais sortir la blague parce qu'elle est de toi. Il est sorti de son stationnement. Elle est de toi, hein, elle n'est pas de moi. C'est vrai. C'est vraiment plus des oui, alors c'est le livre le plus récent et un des plus anciens, puisque Dernier parking dans la plage, c'est le polar qui m'a fait connaître dans le milieu du polar en 2003. À l'époque, je ne m'autorisais pas à être romancière parce que j'étais surtout journaliste à France Inter. Je produisais des émissions littéraires, donc je lisais beaucoup de romans. Je lisais environ 6 à 10 bouquins par semaine. Et je lisais des extraits de romans à l'antenne. Je me nourrissais énormément de romans. Après avoir fait des études littéraires, des études de cinéma, pour moi c'est un vrai bonheur que d'être à la radio et de servir les auteurs. Et puis j'écrivais aussi, mais j'écrivais des fictions radio, et notamment des nouvelles radiophoniques, des tout petits polars qui m'ont valu mon premier prix littéraire en 1995. Donc effectivement, je suis vieille. Merci Yvan. Et suite à cela, ces petites nouvelles ont appelé la curiosité, l'intérêt de certains éditeurs, et notamment d'un auteur qui s'appelle Jean-Bernard Pouy, qui est un grand auteur français de polar, qui à l'époque avait créé une collection qui s'appelait Le Poulpe. Et Le Poulpe, en fait, c'était un personnage que vous, moi, tout le monde ici pouvait s'approprier, écrire un poulpe. Et ça a été pour moi l'occasion de m'autoriser à me lancer dans l'écriture en 1999, mon premier roman. C'est un poulpe qui s'appelle La petite fille aux oubliettes. Après cela, je vais écrire 2 romans de littérature générale plutôt un peu érotiques, pour en finir avec les hommes et la choucroute. Et je ne suis pas là, l'Alsacien. Et puis après, donc, ce Dernier parking avant la plage, qui a le nom de l'émission que je faisais à France Inter. Ce qui fait que pas mal de gens font un tilt devant le titre de ce bouquin, qui n'a rien à voir avec l'émission, qui se passe à Saint-Jean-de-Mont en Vendée, où j'étais partie en vacances avec ma fille, famille monoparentale, séparation avec le papa, qui l'été n'avait pas du tout envie de s'emmerder avec sa fille. Donc je me retrouve avec ma petite Adèle, et on prend une semaine de vacances à Saint-Jean-de-Mont, et il pleut pendant une semaine. Super. Donc je suis dans un VVF, village vacances famille, avec le personnage, la mascotte, les soirées animées, avec les blagues super plancher. Et le seul truc qui était intéressant, c'était en fait le gardien de nuit qui était pas mal. Et en fait, il ressemblait à Harrison Ford. Ouais, tu t'es basé sur Harrison Ford, version Mosquito Coast. Je m'inspire toujours
voilà, absolument. C'est Larry Sanford qui te bosse. Sauf que le mien, il buvait un peu, je pense. C'est plus abîmé. Donc c'était la seule attraction du soir, c'était d'être au bar. Donc j'étais obligée de prendre un cocktail affreux qui était proposé par la barmaid pour essayer d'entrevoir le meilleur ennemi, qui a disparu au bout de 2 jours. Je pense qu'il devait être en repos après. Et il a continué à pleuvoir. Et donc un jour, il y a eu une éclaircie. Donc on a pris le vélo avec Adèle. Puis on se promène, voilà. Et on arrive à un endroit et je vois dernier parking avant la plage. Et je lui dis, oh dis donc, ça ferait un joli titre de roman. Et elle me dit, bah t'as qu'à l'écrire. Et bah, comme il a continué à pleuvoir, j'ai écrit le synopsis dans mon petit appartement en me basant sur un fait divers qui arrive tout le temps, chaque été. Et depuis que j'ai écrit ce livre, ça fait 20 ans, encore cet été dernier, on a encore eu ce fait divers qui est arrivé dans la presse. Et ça me rend malade de penser que ce bouquin, je l'ai écrit il y a 20 ans et que ça se passe encore aujourd'hui. C'est un livre qui n'a pas pris une ride parce que ça se passe en 2004, à l'époque où les téléphones portables servaient à téléphoner. Donc vous vous retrouvez dans une époque, pour ceux qui l'ont connu, et pour ceux qui ne l'ont pas connu, bah, vous allez découvrir un monde incroyable. Sans TikTok, sans tous ces trucs-là formidables. Et puis on dit des phrases très fortes, comme par exemple à l'entrée d'une boîte de nuit, vous avez un gardien, un type à l'entrée là, un vigile qui dit ah non, pas plus d'un arabe à la fois. Donc ça, ce genre de phrase, aujourd'hui, ça ne passe plus dans un manuscrit. Vous avez tout de suite un sensitivity reader qui dit ah non, tu ne mets pas ça. Donc c'est pour témoigner d'une époque. Exactement. Oui, mais c'est ça. Et c'est ton personnage qui dit ça aussi. Oui, oui, donc c'est dedans. Donc, quand j'ai repris mon texte, parce que j'ai eu longtemps après la tentative de retravailler les petites maladresses de jeunes femmes, qui étaient par exemple l'envie de décrire très précisément la tenue vestimentaire de mes personnages. Parce que c'est très important de savoir, voilà, elle portait un haut de dentelle avec un moirage de bleu nuit assorti à son maquillage, de marque de chez Kiabi avec le 30% polyester. 15,99 C'était quasiment ça. Je donnais la composition du pantalon en tergale de mon personnage. Donc c'est ça que j'ai abrasé. Et c'est marrant parce que quand je lisais les critiques à l'époque, c'est ce que les journalistes avaient aimé, c'est incroyable comment elle s'intéresse aux détails des vêtements. C'est bien une femme. Qu'est-ce qu'on a acheté? Des livres. Et qu'est-ce qu'on va manger? Des gaufres. Ouais, trop bon. On est samedi soir et on vient débriefer un petit peu le salon avec Angie en guest. J'ai acheté 8 livres, enfin j'ai pas acheté 8 livres, j'ai 8 livres en plus. Ça va pas du tout, mais bon, c'est pas grave, c'est des petits. Acheté, tu les as pas volés, hein, tu les as achetés. Ouais, mais non, mais oui, je les ai achetés. Oui, t'as acheté. La meuf qui se trouve des excuses. Genre, on te les a donnés, tu sais. Genre, prends-le. En fait, il y avait cette histoire de pile qu'on n'avait pas parce que quand on faisait dédicacer un bouquin, on le donnait aux bénévoles du salon et ils le mettaient sur une table avec notre nom. Et en fait, on avait une pile comme ça. Donc, on n'avait pas nos livres avec nous. Donc, c'est très traître parce qu'à la fin de la journée, tu récupères ça et tu dois tout payer et tout porter et te dire « Ouh, j'ai pris tout ça !» Donc, ça aurait pu être beaucoup plus raisonnable, mais bon, c'était presque ce que j'avais prévu. Alors, dans le pas prévu, on va commencer par ça. Il y a Les Ombres de Salem de Stéphane Gala ou Galas. En fait, je ne sais pas. Et je voulais lui demander et j'ai pas pensé. Bon, voilà. Donc Stéphane, si tu passes par là, on ne sait pas comment tu t'appelles, mais voilà, Les Ombres de Salem. Et en fait, on l'a acheté toutes les 3. Donc on va se faire une petite lecture commune, puisqu'en plus, il y a 3 sœurs, 3 façons de se venger. On n'est pas sœurs, mais on va le lire toutes les 3 ensemble. En pas prévu. Fin de salon. Scary Christmas de Hélène Macmullan, l'histoire du pire Noël. C'est Estelle qui m'a branché dessus, il en restait un exemplaire, et en fait on va le lire toutes les 2, mais j'ai pris cet exemplaire-là, elle va se le commander. Et ça se passe le 24 décembre, on est dans une tempête de neige sur les hautes terres d'Écosse avec 9 passagers qui trouvent un refuge inespéré dans le manoir sombre et isolé de Brithan.
Britam. Et on est dans un huis clos et ça a l'air trop bien. Donc je pense que je vais lire ça avec Estelle le 24 décembre. Ok. Voilà, il est très court. Il est très court. Il fait 200 pages, 230 pages. Ça, c'était dans les pas prévus. Ce que j'avais ramené à faire dédicacer, c'est le petit Amélie Antoine, mauvais joueur, de la collection Hanté chez Casterman. Et il est dédicacé pour mon fils et moi, mais mon fils qui ne le lira pas tout de suite. Ensuite, en prévu, le tome 2 des aventures de, comment elle s'appelle? Alexandre Laroche. Elle s'appelle vraiment comme ça? Bon, je pense être épargnée, donc c'est le tome 2, c'est la suite. C'est la même enquêtrice, c'est avocate. Oui, du coup, elle est avocate. Ça fait un doute dedans. Bah oui, parce que l'avocate... Estelle, l'avocate, elle s'appelle comment chez Petroni? Ah, Pauline Carrel. Pauline Carrel, voilà. Donc c'est une autre histoire avec Pauline Carrel, l'avocate. C'est Je pense être épargnée, c'est la suite, ou pas suite, de Un jour tu paieras. Il est pas très long, et il était prévu. Ensuite, La folie de Joanna Gustafsson, qu'on a pris toutes les trois. Toutes les trois. Donc lecture commune. Ici, on est sur un one-shot. J'ai pas envie de lire le résumé. Donc voilà. Il s'appelait comment en grand format? Te tenir la main pendant que tout brûle. Ouais, c'est ça, hein, je crois. Voilà. Amélie Antoine encore. Et enfin, Raison obscure. Ça fait des années qu'on me vend ce bouquin. Et enfin, ça y est, je l'ai. Il est dédicacé. Et on l'a pris toutes les deux. Avec Angie. Donc on va faire une petite lecture commune aussi. Voilà. Un troisième roman de Christelle Duchamp parce que j'ai lu L'art du meurtre et j'ai lu Le sang des Belasco. Du coup, bah voilà, Délivre-nous du mal. Il est en poche, il est pour moi, il est toujours aussi court et je pense toujours aussi efficace. Ah non, 330 pages quand même. Peut-être un peu plus gros que les deux autres. R.J. et Laurie pour mon plus grand plaisir. Je vais lire Le chant de l'assassin. Et il a eu un grand prix des blogueurs littéraires. Je savais pas. Voilà. Donc, Le chant de l'assassin. Et le premier tome de la saga Servaz de Bernard Minier, c'est Glacé, que j'ai pris avec Estelle. Oui. Et qu'on va lire ensemble en lecture commune. Avec voilà. Moi. Avec toi aussi? Oui. Ah oui, parce que tu l'as. Mais pas dans cette version-là. T'as l'ancienne couve, toi. Ouais. Ok, donc là on a la nouvelle couverture pocket. Tenir la main pendant que tout brûle. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 8 en vrai, parce qu'il y a le jeunesse de Amélie Antoine dedans. Donc, plus 8 dans la palle, dans une palle de 9 livres, ça va, c'est pas fou. Donc voilà, on a passé une très bonne journée. Le salon Iris Noir est vraiment très très chouette. Il est pas très grand. Il est peut-être un peu bruyant, mais bon, on fait... Oui, c'est ça en fait. C'est vachement haut de plafond, ça résonne un peu, donc voilà. Oh, une autre guest, Estelle. Si je reste allongée là-bas, je m'endors en fait. Il faut que je revienne à la vie. Donc on a passé un très bon moment, on a pu visiter un petit peu Bruxelles hier, comme vous avez vu sur les images. Non, ça suffit maintenant. T'as fait caca toi, c'est bien? Oh, génial. Non, moi je coupe pas les vlogs, hein. Je coupe rien. Moi. Elle a commencé par me demander si je vais enfin péter. Fini de péter plutôt. Formidable, formidable. Donc, on s'est baladé dans Bruxelles hier, on est allé au Goupil-le-Foll, on a mangé à la Roue d'Or, comme ça je donne les adresses aux Bruxellois et Bruxelloises qui connaissent probablement ces lieux. Ce midi, on a mangé des frites avec d'autres trucs, c'était bon. Et ce soir, en sortant du salon, on s'est pris une petite gaufre qui était bien bonne sur la place Royale, je crois. Petite gaufre. Ah, la fatiguée. Et ce soir, on mange à l'appart tranquillement. Demain matin, on va essayer d'aller au musée Magritte. Et puis, parce qu'on a les valises, donc c'est pas top, mais il pleut. On va essayer de faire quelque chose quand même. Et on a notre train vers 13h quelque chose, donc voilà. Je pense conclure ce vlog demain matin, demain midi, peut-être dans le train, j'en sais rien. Et puis comme ça, vous aurez du contenu d'Iris Noir à Bruxelles. Voilà, et bien écoutez, à demain. On est dimanche matin et on s'apprête à partir à la gare. Voilà, Bruxelles c'était très très chouette. Le salon Iris Noir est vraiment très chouette aussi. Il y a peu de monde. On n'attend pas beaucoup pour les auteurs et les auteurs sont très dispo. C'était vraiment très agréable. Donc on a passé un super salon, c'était une super expérience. Maintenant on va rentrer à Paris, il pleut pas et on va en profiter un petit peu
On a 3 trains différents, ou presque. Presque. Du coup, moi je vous retrouve dans un prochain vlog et je vous dis à bientôt.